Entretien exclusif ce soir. Comme annoncé, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, sur les dispositions pratiques prises par le gouvernement quant aux mesures édictées par le président de la République sur le combat contre le Covid-19. À partir de maintenant, notre vie ne peut plus être pareille à celle d'il y a un mois. Voilà la phrase qui, à elle seule, pourrait résumer toutes les mesures à l'observance desquelles Denis Sassou Nguesso invite ses compatriotes dans son message à la nation délivré le samedi 28 mars 2020. Le président de la République du Congo, étant donné les ravages du nouveau coronavirus qui décime des milliers de vies et crée le chaos à travers tous les continents, énonce pour les 30 jours à venir une série de mesures destinées à lutter contre la propagation du Covid-19. Denis Sassou Nguesso invite solennellement toutes les Congolaises et tous les Congolais à prendre une part active au combat déjà en cours contre le Covid-19. Fin de citation. Monsieur le ministre, bonsoir. Surtout bienvenue à vous sur ce plateau. Merci. Alors, les mesures édictées par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, devront commencer à produire leur effet à compter du mardi 31 mars 2020. Au nombre de celles-ci figure ce qu'il a appelé l'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire, expression visiblement trop compliquée pour le commun des mortels. Monsieur le ministre, question, que signifie état d'urgence? Pourquoi une telle mesure? Alors, effectivement, le président de la République, lors de son message solennel à la nation, a instauré l'état d'urgence sanitaire. Comme vous le savez, la Constitution, les textes fondamentaux de notre pays prévoient qu'en cas de situation exceptionnelle, eh bien, le président de la République est en droit d'instaurer cet état d'urgence qui permet, dans un cadre juridique précis, d'effectuer un certain nombre de mesures, de prendre des décisions à caractère exceptionnel. Et vous aurez noté qu'il a ajouté état d'urgence sanitaire. Comme vous le savez, le monde traverse aujourd'hui une épreuve sans précédent. L'ensemble de la planète est victime aujourd'hui des ravages du Covid-19, qui est une forme nouvelle de coronavirus. Cette bataille qui concerne l'ensemble des pays du monde était jusque-là pour nous, pour le peuple congolais, une bataille que nous entrevoyons dans les télévisions ou sur les réseaux sociaux ou dans des articles de journaux. Depuis ce mois de mars fatidique, le peuple congolais a vu le gouvernement annoncer, à la demande du président de la République, un certain nombre de mesures qui sont elles-mêmes consécutives à la survenance de cas dans notre pays. Et depuis le 14 mars jusqu'à aujourd'hui, vous avez noté vous-même la progression de ces cas. On est passé d'un cas à 2, puis 3, puis 4. Et depuis quelques jours, il a été relevé une certaine accélération du nombre de cas. Et on est aujourd'hui autour de 19 à 20 cas qui sont notifiés comme étant dans notre pays des porteurs du coronavirus et donc du Covid-19. Et l'élément nouveau qui s'est ajouté à cette arrivée progressive, installation progressive de ce virus, c'est la contamination locale qui aujourd'hui est avérée. C'est-à-dire que des compatriotes qui n'ont pas pris l'avion, qui n'ont pas voyagé, qui ne sont pas revenus de l'étranger, des citoyens, des résidents dans notre pays, aujourd'hui ont été contaminés par le virus. Eh bien, cette accélération-là a amené le président de la République qui, depuis quelques semaines, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avait instruit le gouvernement quant aux mesures à prendre. Vous avez vu qu'elles sont arrivées progressivement. Il y a eu la fermeture d'un certain nombre de lieux, les lieux de culte, les écoles. Il y a la fermeture des frontières. Je les cite comme ça de manière éparse. Il y a toutes ces mesures liées aux gestes barrières qui ont été rappelés, le fait de respecter une certaine distance entre nous pour éviter la propagation du virus, d'éternuer ou de tousser dans son coude, et toutes les mesures pour le lavement et l'hygiène des mains, qui sont les mains avec la bouche, un des transmetteurs du virus. Et c'est donc dans ce contexte que le président de la République, devant l'accélération
de la contamination dans notre pays a pris les décisions qui ont fait l'objet de son message à la nation et sur lesquelles je me permets quand même de revenir, et comme ça nous pourrons en discuter. Le président de la République a annoncé, donc, je cite, « l'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire ». C'est donc le cadre juridique qui va permettre de prendre toutes les mesures exceptionnelles, puisqu'il fallait l'état d'urgence pour que ces mesures puissent être prises de manière rapide, de manière réactive et de manière ferme. Et nous rappelons, Monsieur le ministre, avant de poursuivre, qu'il y a un décret présidentiel publié aujourd'hui annonçait donc la mise en application de cet état d'urgence. Qui a ce décret qui a été pris en Conseil des ministres par le président de la République et qui formalise donc le cadre juridique qu'est l'état d'urgence. La deuxième mesure, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. Troisième mesure, l'interdiction de la circulation sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des déplacements jugés essentiels. Quatrième mesure, la fermeture de tous les lieux de vente autres que ceux des aliments et des produits essentiels. Cinquième mesure, la régulation des ventes sur les marchés domaniaux. Sixième mesure, la mise en place d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Et enfin, deux outils qui doivent accompagner l'application de ces mesures. Le président, en tant que chef suprême des armées, a décrété la mobilisation générale des forces armées, parce que, comme vous le savez, dans le cadre d'un état d'urgence, fût-il l'état d'urgence sanitaire, eh bien, l'organe habilité à gérer l'état d'urgence, à le mettre en place, à le mettre en œuvre, c'est la force publique, dans tous les pays au monde. Et le dernier organe et levier mis en place par le président, c'est la création d'un fonds qui va permettre, dans son intitulé, je le rappelle, Fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises, la compensation des pertes de revenus des actifs et l'aide aux personnes vulnérables. Et le président a annoncé que ce fonds serait financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA courant mois d'avril. Donc voilà les mesures qui ont été édictées par le président. Maintenant, nous pouvons rentrer, si vous l'estimez nécessaire, dans les détails pour plus d'explications. Alors, parmi ces mesures, il y a le confinement à domicile. Dans ce vocabulaire scientifique, technique et donc spécifique, ce mot semble un peu difficile pour le commun des mortels. Je rappelle la phrase du président, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables. Fin de citation. Que signifie confinement à domicile, Monsieur le ministre ? Alors d'abord, il faut savoir que ce mot n'est pas inventé par les Congolais ni par le président de la République. C'est un terme qui est employé, vous l'avez vu, à travers le monde et qui concerne la nécessité. Il faut comprendre une chose, c'est que ce virus, notre fameux Covid-19, aujourd'hui, il se répand un peu comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la Terre parce qu'il utilise les contacts humains pour passer d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que quand vous circulez, vous allez au travail, au restaurant, vous allez à un match de foot, ou en tout cas une compétition sportive, que vous prenez l'avion, que vous prenez un moyen de transport comme nos transports en commun ici, tout cela, c'est l'occasion pour ce virus de se répandre. Et il passe de corps en corps. Et donc le confinement, ça veut dire tout simplement que l'État, à travers la décision du président de la République, a décidé de casser la chaîne de transmission du virus, puisque pour que le virus se transmette, il faut qu'il ait le corps humain qui le véhicule. Il ne se promène pas tout seul dans l'air. Il est obligé de contaminer quelqu'un qui lui-même contaminera une autre personne et ainsi de suite. Tout à fait. Et donc, le confinement à domicile, ça veut dire qu'à partir du 31 mars, chaque Congolaise et chaque Congolais, quelle que soit sa condition, y compris donc les dirigeants, nous allons tous devoir rester chez nous, c'est-à-dire que nous n'aurons plus, en principe, le droit de quitter notre domicile. C'est ça le confinement. Nous devons rester. Alors on ne le fait pas pour punir, c'est fait, comme je vous l'ai dit, pour que le virus n'ait plus ce véhicule qu'est l'humain, le corps humain, pour se transporter d'un individu à l'autre et contaminer, pourquoi pas, une bonne partie de la population. Donc, pourquoi ce confinement total, c'est-à-dire
le fait de rester chez soi pour toute la population est voulu à ce moment par le président, c'est que le président de la République a observé ce qui s'est passé dans d'autres pays dans le monde. Et vous aurez remarqué que, c'est un constat, on ne jette pas la pierre, simplement que l'expérience des autres nous permet parfois d'ajuster nos propres politiques et nos propres réactions. On a constaté quoi ? C'est que souvent, le confinement a été déclaré presque trop tard parfois. C'est-à-dire à un moment où le virus était tellement répandu qu'il était difficile, même par le confinement, d'empêcher sa propagation. Et le président de la République, aujourd'hui, proclame ce confinement très tôt, justement pour éviter la propagation, comme l'a rappelé sur vos antennes samedi, monsieur le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quand même l'OMS qui fait autorité sur ces questions, il a explicité le fait que le confinement était cohérent pour empêcher que le virus continue à se propager, puisqu'on, grâce au confinement, nous évitons les contacts qui sont susceptibles d'aboutir à une propagation, c'est-à-dire à une diffusion massive du virus dans nos populations. Le confinement, c'est cela, c'est un acte pris fort, un sacrifice demandé aux populations, mais pour qu'ensemble, nous empêchions le virus de se propager dans notre pays et de toucher une frange importante de notre population. Monsieur le ministre, il y a plusieurs interprétations aussi au sein des Congolais. Confinement à domicile, rester chez soi, ça veut dire qu'il n'y aura plus de visites entre amis, plus de promenades dans la rue. Est-ce que c'est tout cela qui est interdit ? Le président de la République a dit un mot très fort. Il a dit, il y a un mois, nous ne pensions pas que nous arriverions à cette situation. Et aujourd'hui, il nous invite à comprendre que pour au moins les 30 prochains jours, notre vie quotidienne va changer. Non pas parce que, encore une fois, il s'agit de punir nos compatriotes, il s'agit d'empêcher que le virus se répande. Donc pendant les 30 prochains jours, nous serons chez nous, là où nous habitons. Alors si nous habitons avec notre femme, nos enfants, notre papa, notre maman, eh bien cette cellule est le lieu de confinement. Donc, par principe, nous ne pourrons pas recevoir de visites parentales, fraternelles, amicales, parce que nous serons confinés chez nous, c'est-à-dire dans notre domicile. C'est le principe. Tout à l'heure, nous verrons, parce que je dois déjà vous le dire, le gouvernement a pris un premier décret, le Premier ministre a pris un premier décret qui précise justement les conditions d'application du confinement. Parce que le but, ce n'est pas que nous restions 30 jours à mourir de faim ou à mourir d'un problème de santé dans nos maisons. Le but, c'est de dire, nous devons rester chez nous, sauf qu'à un moment donné, il va bien falloir que nous puissions quand même manger. Donc il faut quand même aller chercher à manger, qu'éventuellement nous ayons besoin, pour des problèmes de santé, d'aller acheter des médicaments et autres. Ça, c'est donc les exceptions et l'organisation de notre vie quotidienne telle que voulue par le président et qui a été ici indiquée pour ce qui concerne le gouvernement comme une des mesures pratiques dont je vous donnerai connaissance et lecture tout à l'heure. Donc ça, c'était le confinement. Je le rappelle, Congolaises, Congolais, restez chez vous à partir du 31 mars. Non pas parce que l'État vous punit, mais parce que si nous restons chez nous, si nous sommes des patriotes, nous empêcherons la circulation du virus. Si vous me permettez une image, c'est comme si votre fils, tous les jours, prenait votre voiture à votre insu et allait faire des bêtises avec votre voiture. Eh bien, le seul moyen d'arrêter le fait que votre fils se comporte mal, c'est de lui prendre les clés. Eh bien, le virus, il a besoin de nos corps comme un véhicule. Eh bien, nous lui retirons les clés qui lui permettent d'utiliser nos corps comme un véhicule. La clé que nous lui retirons, c'est le fait qu'on ne circulera plus dans le pays et on reste chez nous. Et donc, nous retirons au virus la possibilité de passer d'un corps à l'autre, de passer du ministre que je suis à Madame la directrice de l'information de Télé Congo, si jamais nous étions ou l'un ou l'autre contaminés. Donc, cette mesure est une mesure essentielle. Restez chez vous, restons chez nous. Voilà ce que c'est que le confinement. Nous sommes chez nous.
Monsieur le ministre, restons chez nous. Il y a aussi, que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y aura des fournitures des biens de première nécessité comme l'alimentaire, ce qui veut dire que les marchés seront ouverts, c'est ça? Alors, je vais, à ce moment de notre entretien, vous lire le décret qui a été pris ce soir par le Premier ministre, et après nous reviendrons, suivant votre questionnement, sur les interrogations de nos compatriotes. Mais je m'en vais d'abord vous lire le décret, puisque comme vous le savez, si le principe c'est le confinement, et encore une fois, il ne faut pas que le pays s'arrête. Donc les Congolaises et Congolais doivent pouvoir quand même vivre malgré le fait qu'ils sont, entre guillemets, confinés chez eux. Et le pays lui-même doit fonctionner. Il doit y avoir quelques services essentiels, quelques biens dont on a, vous et nous, besoin. Il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on puisse aller retirer de l'argent à la banque. Enfin, vous voyez, toute une sorte d'activité que nous devons mener, mais en tenant compte de l'idée que ce sont des exceptions. C'est-à-dire que nous devons aller dans ces activités-là dans un cadre qui est fixé. Et donc, je vais vous lire l'essentiel du décret qui a été pris ce jour par Monsieur le Premier ministre, et ensuite nous pourrons commenter tout cela. Décret donc du Premier ministre chef du gouvernement fixant la liste des biens et services indispensables et des déplacements jugés essentiels dans le cadre de l'application des mesures contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Le premier titre indique la liste des biens et services indispensables. L'article 1er dit « Les biens et services indispensables pour lesquels les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs sont autorisés à poursuivre les activités pendant la période de confinement sont, pour les biens, tous produits alimentaires et boissons pour la consommation humaine, médicaments pour les soins de santé humaine, les produits de santé et autres consommables des structures sanitaires, les produits d'hygiène, d'entretien domestique et industriel, les équipements et autres accessoires des structures sanitaires, les produits pétroliers et les autres hydrocarbures, les produits et articles de cuisine. On peut citer le charbon de bois, le bois de chauffe, les gazinières, les réchauds, etc. La fourniture des équipements de véhicules automobiles, d'engins et matériels agricoles, de pêche et d'élevage. Les équipements de télécommunication, les aliments de bétail, enfin les médicaments et produits pour les soins de santé animale. Là, il s'agit des produits et des biens dont la production doit se poursuivre. Maintenant, les services, c'est-à-dire les activités de service auxquelles les Congolais doivent impérativement accéder malgré le confinement. Alors, dans les services, nous avons les services de santé et de secours aux personnes, les services de fourniture d'eau et d'électricité, les services de logistique et de transport de marchandises, le service public de transport en commun, je reviendrai dessus si vous l'estimez nécessaire, ça me paraît important. Je dis bien service public de transport en commun, les services de nettoyage et de ramassage des ordures, les services financiers, dont les banques, dont on parlera peut-être tout à l'heure, les services d'hôtellerie et d'hébergement réquisitionnés par l'État, les services aux personnes âgées, handicapées et autres personnes vulnérables, les services de gardiennage et de sécurisation des locaux publics et privés, les services postaux et de télécommunications, les services de radio et de télévision, les services funéraires, les administrations publiques qui vont être consignées dans les prochaines heures, les services de santé animale, les services de livraison de repas à domicile au profit des structures sanitaires, les services portuaires et aéroportuaires, les services de maintenance des équipements des structures sanitaires. Voilà, madame, la première partie du décret. Donc, quand vous entendez cette liste, vous voyez bien que le pays ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que ces services-là que je viens de décrire, qui sont considérés
communément considérés comme essentiels à la vie quotidienne vont rester ouverts, évidemment dans un format qui va tenir compte de la période exceptionnelle, puisque le principe c'est qu'on ne sort pas. Tout à fait. Donc ça veut dire que chacun de ces services ne va pas fonctionner comme si de rien n'était. Si une banque a 50 employés, ce ne sont pas les 50 employés qui sont nécessaires à son fonctionnement. Les banquiers concernés désigneront dans les toutes prochaines heures les collaborateurs absolument nécessaires à la continuité de leurs activités et de leurs services. Alors, je continue la lecture du décret, parce que là, on vient de définir ce qui reste fonctionnel, c'est-à-dire ce qui est qualifié tout d'essentiel. ce qui est qualifié d'essentiel. Maintenant, il faut que vous puissiez, dans le cadre de votre confinement, il faut que vous puissiez y aller quand même, à ces services, y accéder. Bon. Et donc, le décret fixe un certain nombre de conditions que je m'apprête à vous lire. Ah, très bien. Alors, le titre 2 du décret pris par le Premier ministre indique les déplacements jugés essentiels. L'article 2 nous dit, je cite, « Les déplacements jugés essentiels et ouvrant droit à la délivrance d'une autorisation spéciale de circulation pendant la période de confinement sont les déplacements entre la résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle des producteurs, fournisseurs et distributeurs des biens et services indispensables. » Donc en gros, tous ceux qui vont devoir animer ces services, il faut qu'ils puissent eux-mêmes y accéder. Tout à fait. Les déplacements pour l'approvisionnement en denrées alimentaires et en fournitures nécessaires à l'activité professionnelle relevant des biens et services indispensables tels que définis à l'article 1er du décret. Là également, on parle bien, par exemple, du déplacement que vous et moi, vous et nous aurons à faire, c'est d'aller s'acheter à manger, par exemple. Voilà, c'est prévu. Les déplacements pour assurer la fourniture des biens et services, les déplacements pour les motifs de santé, des déplacements pour des besoins d'assistance à une personne vulnérable, les déplacements pour un motif de décès d'un proche, enfin, les déplacements pour répondre à une convocation de la police, de la gendarmerie ou de l'autorité administrative ou judiciaire. Alors, quand j'ai lu ce décret, on peut revenir, si vous le souhaitez, évidemment dans les détails, mais la première conclusion à laquelle j'arrive, c'est que le principe, comme je l'ai dit, c'est qu'on reste chez nous. Maintenant, comme nous ne pouvons pas rester chez nous et nous nourrir au même moment, rester chez nous et éventuellement avoir besoin d'aller en urgence dans un centre hospitalier, rester chez nous et assister un parent qui peut être vulnérable ou dans la détresse, ou rester chez nous alors qu'on perdrait un très proche, parce que malheureusement la vie continue et il peut arriver que nous perdions pendant la période de confinement un être cher. Et donc, toutes ces activités-là permettront, selon des dispositifs d'autorisation, qui vont être ces dispositifs précisés dans les prochaines heures, vont permettre à chacune et chacun d'entre nous de pouvoir, de manière exceptionnelle, se déplacer sur le territoire du Congo, Brazzaville ou les autres agglomérations, mais pour les activités qui ont été mentionnées dans le décret que je viens de vous lire. Monsieur le ministre, là aussi se pose une question. C'est vrai qu'il y aura le dispositif qui sera mis en place dans les prochains jours, mais on se pose toujours la question de savoir comment cela pourrait être mis en place. Ce sera des documents signés pour sortir, il faut aller demander une autorisation, un coup de fil. Comment ça se passera? Nous sommes quand même nombreux. Comment ça va se passer? Et tout le monde, à ce moment-là, si jamais il a besoin de sortir, il pourra aussi mentir, montrer qu'il se déplace pour un besoin essentiel alors qu'il sort pour autre chose. Comment cela sera certifié dans l'application, dans les faits? Bon, je vous rappelle l'exhortation du président de la République. Vous savez, nous sommes dans un combat difficile. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas, et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, j'en fais partie, je n'ai pas d'exemple dans l'histoire du monde, depuis l'existence de cette terre jusqu'à présent, de la virulence d'un ennemi aussi invisible, aussi agressif que ce virus, qui touche l'ensemble des populations. Il y a eu des épidémies, il y a eu des pandémies, mais elles ont souvent été limitées dans l'espace, dans le temps. Là, on a pour la première fois de l'histoire du monde une pandémie, un virus qui touche tout le monde. Les pays riches comme les pays les moins nantis,
les puissants comme les simples citoyens. Vous voyez bien, on suit l'actualité. Alors, le président a exhorté la population à la discipline. La discipline. On ne peut gagner le combat contre le virus que si nous sommes des patriotes disciplinés. Et discipliner, ça veut dire respecter d'abord les gestes barrières qu'on évoque depuis plusieurs semaines. Il faut continuer, bien entendu, y compris à domicile, à les respecter. Et quand on aura nos petits déplacements liés aux quelques obligations qui doivent nous amener parfois à pouvoir sortir, puisqu'elles viennent d'être décrites, continuer à respecter ces gestes barrières. Et en même temps, quel serait ce compatriote, madame, qui, pour des raisons que je ne comprendrais d'ailleurs pas, qu'on ne comprendrait pas, mentirait et préférerait aller crapahuter, courir dans la ville en mentant sur le motif qui peut l'amener à sortir. Je crois que ce compatriote serait irresponsable. Premièrement, parce qu'il pourrait lui-même transmettre le virus à quelqu'un ou même recevoir le virus. Donc, vous voyez, on est dans une posture collective, une nécessité nationale, une urgence telle que rappelée par le président, qui est que nous nous disciplinions. Ce virus ne quittera la Terre et notre pays en particulier, le monde en général et le Congo en particulier, que si nous sommes disciplinés. Et cette discipline passe par le respect des mesures qui ont été édictées par le président de la République et dont certaines sont déjà, parce que ce n'est qu'une partie du travail, on pourra revenir là également sur cet aspect-là, dont certaines ont commencé à déjà être édictées. Maintenant, vous m'avez posé une question. C'est-à-dire concrètement comment ça va se passer. Alors je vais me permettre de vous répondre à ce niveau-là. Le président de la République a annoncé, lors de son message à la nation, que la période de confinement et toutes les mesures qu'il a édictées ce jour-là démarraient à compter du 31 mars 2020. Ouais. Alors là-dessus, je suis en mesure de vous donner des précisions. Pour qu'elle soit claire aux yeux de nos 31 mars, c'est demain. Le 31 mars, c'est dans quelques heures. Est-ce que c'est demain 6h, c'est demain midi, demain 20h Absolument. Le 31 mars, c'est dans quelques heures, voilà, à 0 heure, tout à l'heure. Donc, Congolaises, Congolais, les mesures édictées par le président de la République vont prendre effet le 31 mars 2020 à 20h. C'est-à-dire que demain mardi à 20h, c'est le couvre-feu qui démarre. Je reviendrai d'ailleurs sur la notion de couvre-feu, parce que là également, il me semble qu'il faut préciser à nos compatriotes ce que veut dire le couvre-feu, et je me permettrai, je crois que nous pouvons prendre le temps nécessaire pour cela. Il me semble qu'aujourd'hui, nos compatriotes ont soif d'avoir toute l'information et toutes les précisions nécessaires. Donc je le répète, les mesures édictées par le président de la République prendront effet demain, 31 mars 2020, à partir de 20h. Première mesure qui sera tout de suite mise en œuvre, c'est le couvre-feu. Alors, si vous le permettez, à ce moment-là, je pourrais expliciter ce que c'est. On peut parler du couvre-feu pendant que vous en parlez. Alors, le couvre-feu est mis en place donc, à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Des mouvements massifs de population vers la campagne sont observés pour justement contrer ce coup de feu, pensant que c'est couvre-feu, pensant que c'est qu'au niveau des grandes villes. Est-ce que ce sera au même niveau dans les grandes villes qu'à l'Interland? Bon, je vous rappelle le principe. Si le président de la République a décrété l'état d'urgence, quand nous passons en état d'urgence, l'organe de gestion de l'état d'urgence, c'est la force publique. Donc la première matérialisation de la mise en œuvre des mesures du président de la République, c'est que la force publique est chargée de l'application de chacune des mesures. Donc, à partir de la mise en route des mesures du président de la République, la force publique prendra la main. C'est-à-dire qu'elle assurera le respect de la loi, elle assurera la sécurisation de nos compatriotes, cette sécurisation est bien entendu sa mission permanente et habituelle. Alors concrètement, le couvre-feu qui va démarrer demain à 20h, c'est quoi un couvre-feu? Parce que les gens ont l'impression, confondent peut-être un peu couvre-feu et confinement. On a l'impression. Bon, alors, très précisément, le confinement, je l'ai expliqué tout à l'heure. On est chez soi et ça sera notre loi commune à tous à partir de demain, 20h finalement. Le couvre-feu, c'est un élément complémentaire du confinement. C'est que dans la journée jusqu'à 20h,
on a le droit de sortir. Et donc, selon les dispositions du décret que je vous ai lu tout à l'heure, vaquer aux occupations qui sont indiquées ici, moyennant le respect, bien entendu, des dispositions en termes d'autorisation et autres. Ça, c'est la journée. En gros, de 5 heures du matin, fin du couvre-feu, jusqu'à 20 heures. C'est la période où on peut, à titre exceptionnel, suivant les conditions du décret que je vous ai lu tout à l'heure, être dans la rue pour aller acheter à manger, aller s'acheter des médicaments. Pour les travailleurs qui sont consignés parce que leurs services sont considérés comme essentiels, se rendre à leur service, etc. À partir de 20 heures, tout ça, ça s'arrête. C'est ça le couvre-feu. C'est qu'à partir de 20 heures et jusqu'à 5 heures du matin, vous ne pourrez plus, par exemple, pour être concret, dire « Tiens, je vais aller dans telle grande surface, si elle était ouverte après 20 heures, si elle était, elle ne le sera pas, puisqu'il y a couvre-feu, tiens, pour aller acheter tel produit qui me manque. » Non, parce que la période dite de couvre-feu de 20 heures à 5 heures ne sera disponible, accessible, c'est-à-dire en termes de déplacement, pour le coup que pour les services urgents. S'il y a un opérateur de téléphonie mobile a un personnel d'astreinte et qui permet que, puisque nous sommes tous confinés, on va certainement être tous très souvent peut-être sur notre Internet, eh bien, il faut bien qu'il y ait des agents d'astreinte qui puissent aller assurer la maintenance du réseau. Celui-là, quand il sortira malgré le couvre-feu, il a un laissez-passer qui indique qu'il est bien un agent. Mais vous et moi, dans notre activité ordinaire, non. Pendant le couvre-feu, nous n'avons pas le droit d'être dehors, même pour les motifs qui sont indiqués dans le décret. Le couvre-feu, c'est le pays est totalement figé parce que nous considérons que laisser les choses évoluer en pleine nuit, la nuit c'est la promiscuité, la nuit c'est par principe l'obscurité et le déroulement d'activités qui parfois peuvent ne pas être tout à fait conformes à la loi. Et donc le président de la République, si vous voulez, pour donner de l'efficacité au confinement et éviter les mouvements de personnes et de populations, a couplé les deux. Donc le couvre-feu, je le dis à nos compatriotes qui ont pu paniquer, n'a rien à voir avec une situation d'ordre militaire, d'ordre guerrier ou je ne sais quoi. Le couvre-feu, c'est un mécanisme administratif qui fait qu'on ne doit pas se trouver hors de son domicile, pour quelque raison que ce soit cette fois-ci, entre 20h et 5h. Donc il n'y aura pas les armes qui vont péter dans les rues? Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas du tout ça. Parce qu'on nous a posé ces questions. Non, le couvre-feu, c'est une notion juridique qui D'accord. existe dans tout le droit administratif à travers le monde. Chaque État dispose de cette compétence. Par exemple, je vous cite un exemple pour que nos compatriotes comprennent. En France, ils se sont posé la question de décréter ou pas le couvre-feu. Bon, l'État central, c'est-à-dire le gouvernement, l'État français, pour l'instant semble réfléchir à la question. Et par contre, il y a des communes qui ont décidé, parce que c'est aussi un des pouvoirs du maire de la commune, ont décidé d'édicter un couvre-feu. Donc vous avez comme ça des communes qui l'ont fait. Vous voyez bien que la France n'est pas sujette à des guerres, n'est pas sujette à des conflits militaires ou quoi que ce soit. Le couvre-feu est un mécanisme administratif qui permet de compléter l'obligation de confinement qui va démarrer pour nous tous demain 31 mars 2020. Monsieur le ministre, il y aura donc les contrôleurs, on va dire les agents de sécurité dans les rues à ce moment-là pour veiller à ce que personne ne soit dehors à ces heures-là? Je viens de vous dire, en entrée de mon propos, et je l'ai réitéré à l'instant, à partir du moment où le président a décrété l'état d'urgence, l'organe de gestion de l'état d'urgence, c'est la force publique, dans tous les pays au monde. Vous avez vu quand le président Macron a annoncé aux Français que le lendemain, mardi à 12h, c'était le confinement qui démarrait. J'ai vu les images, nous avons tous suivi, c'est la force publique française qui s'est déployée en prévision du respect. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous suivez les images qui viennent de ce pays, et nous les suivons tous sur satellite, vous voyez bien qu'il y a la force publique qui est déployée. Qui contrôle? C'est la police et l'armée. Qui assure les opérations de respect, effectivement, des dispositions de confinement? C'est la police et c'est l'armée. Donc, de ce point de vue, on n'a pas réinventé la roue. Nous appliquons les dispositions constitutionnelles chez nous en matière d'état d'urgence. Et en l'occurrence, c'est un état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire qu'il est fait pour éviter la propagation
comme on l'a dit depuis tout à l'heure, d'un virus redoutable qui s'appelle Covid-19. Qu'en sera-t-il des cas d'urgence sanitaire, par exemple? Parce que certainement, ça ne va pas manquer. Comment ça va se passer? Je vous ai lu tout à l'heure le fait que si, par exemple, vous vous retrouviez avec un proche en détresse, par exemple de santé, ou que vous perdiez un proche suite à un décès, vous pourrez sortir. Maintenant, les cas d'urgence sanitaire, admettons qu'il vous arrive un problème grave de santé à 23 heures. Donc là, on est en pleine période de couvre-feu. Oui. On ne va pas vous interdire d'aller à l'hôpital. Simplement, votre déplacement, par ceux qui vont vous amener à l'hôpital, devra se faire en concertation, bien entendu, avec les forces de l'ordre qui seront présentes. Et je ne vois pas les forces de l'ordre empêcher un malade en situation d'urgence être transporté dans un centre hospitalier. Donc, toutes ces dispositions sont tout à fait prévues. Le principe, je le répète, c'est le confinement, mais bien entendu, le pays doit continuer à fonctionner. Les Congolais doivent pouvoir, quand même, malgré la rétention à leur domicile, doivent quand même pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Il faut bien qu'ils mangent, qu'ils se soignent, qu'ils assistent éventuellement leurs parents en situation difficile, voire en situation de décès. Voilà ce que je pouvais dire sur la notion de couvre-feu. D'accord. Et à ce moment-là, pendant ces heures-là, Monsieur le ministre, il y aura pas de transport en commun puisqu'il y a couvre-feu. Est-ce qu'il y aura un dispositif qui sera mis en place en cas d'urgence, un numéro appelé, un numéro vert par exemple? Bon, le numéro vert, je reviendrai dessus, c'est plutôt sur le numéro vert, il existe sur l'urgence sanitaire. D'accord. Hein, mais on va parler des transports en commun. Bon, je vous rappelle le principe et l'objectif que le président de la République a donné à toutes ces mesures. Le but, c'est d'empêcher que le virus atteigne un si grand nombre de nos compatriotes qu'on ne puisse plus le contrôler et que finalement nous soyons dépassés. On le voit dans certains pays. Le président a même employé un terme, il a dit il faut que nous évitions la noyade. Je crois que c'est ce qu'il a dit pendant son... la noyade, ça veut dire qu'on n'arrive plus à se maintenir hors de l'eau. Et s'il y a trop de malades parce qu'on serait irresponsable et qu'on continuerait à ne pas respecter tous les gestes barrières et qu'on sortirait comme ça pour des motifs erronés ou mensongers, on se retrouverait vite en situation de détresse. Donc, les transports en commun qui vont, pour certains, continuer, et le décret l'a dit, je reviens dessus tout de suite, qui vont continuer, ce sont les transports publics. C'est-à-dire que si on laisse les transporteurs privés, si vous prenez rien que les taxis, il y en a plus de 10 000 à Brazzaville. Si vous les laissez circuler, vous annulez quelque part la mesure de confinement. Ouais. Vous avez au moins 10 000 personnes qui vont crapahuter, excusez-moi l'expression, dans la ville et qui vont infecter, s'infecter ou peut-être contaminer ou être contaminés. Donc ça serait la négation même du principe. Non. Les bus de transport en commun qui ont été mis en place, qui vont être mis en place, sont ceux de la STPU, c'est-à-dire la compagnie publique de transport urbain de Brazzaville. Cette compagnie dispose du nombre de bus qui va lui permettre d'assurer le déplacement et le transport de toutes celles et tous ceux que j'ai décrits tout à l'heure. J'ai parlé des services essentiels, tout à fait, y compris les administrations consignées dont j'ai parlé. Il faut bien que les gens se déplacent. Les bus vont servir à déplacer ceux qui vont animer tous les services qui sont maintenus et les administrations essentielles. Et deuxièmement, il s'agit donc d'organiser dans ces bus, puisque je vous le rappelle, les mesures prises par le président, annoncées par le président de la République samedi dernier, ne suppriment pas les mesures d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fameux bus, il va bien falloir que ceux qui les gèrent prennent les précautions et les distances sociales nécessaires, les 1 mètre, etc. Donc on ne verra pas des bus bondés sous prétexte que ce sont les bus réquisitionnés pour amener les gens vers les services essentiels. Non, là on devra également appliquer les règles de distanciation sociale, c'est-à-dire la distance d'1 mètre, se laver régulièrement les mains ou avoir du gel hydroalcoolique, etc. Donc les mesures prises à la demande du président par le gouvernement, avant celles que le président a solennellement annoncées, continuent à jouer leur plein effet. C'est important de le rappeler. Donc je résume. Les bus, ce sont les bus publics, ce ne sont pas les bus de transport privé qui, eux, sont eux-mêmes confinés. D'accord. Monsieur le ministre, j'ai noté dans la lecture du texte que parmi les services jugés essentiels, il y a les services hôteliers. Alors, comment ces services peuvent être considérés comme essentiels, sachant que
Les frontières sont fermées, c'est souvent fréquenté par les étrangers, les voyageurs qui arrivent dans les villes. Alors, ce n'est pas une brèche qu'on ouvre aux populations d'aller fréquenter ces lieux, puisqu'on nous demande de rester chez nous. L'hôtel, c'est pas chez nous. Je réexplique la mesure. On n'a pas parlé d'ouverture des services hôteliers et d'hébergement. On a parlé de la réquisition d'établissements hôteliers et d'hébergement qui peuvent être nécessaires. Je vous cite 2 exemples concrets, pour qu'on soit très, très concret. L'État va continuer à fonctionner. Et pour des raisons d'urgence, il peut arriver que des autres étrangers, malgré la situation difficile dans laquelle nous sommes, soient amenés à arriver au Congo. On ne va pas les loger chez vous ou chez moi. Il faudra bien qu'on ait un lieu qui permette de les héberger. Donc ce n'est pas ouvert au public, ni à vous ni à moi, mais c'est réquisitionné dans l'hypothèse où nous serions amenés à les occuper. La deuxième raison qui amène à réquisitionner quelques établissements, pas tous, quelques établissements. Encore faut-il que ces établissements disposent des conditions qui permettent cette réquisition. La réquisition dont on parle peut un jour, et nous ne le souhaitons pas, mais si par extraordinaire, malgré toutes les précautions qui sont prises pour éviter la propagation de la maladie, si on était amené par exemple à devoir trouver de la place pour y héberger des malades ou des personnes en situation suspecte, c'est-à-dire peut-être atteints du coronavirus Covid-19, eh bien ces établissements pourraient utilement servir à cela. Donc ils ne sont pas ouverts au public. Vous ne pourrez pas écrire dans le papier ou l'autorisation que vous allez demander « Tiens, je vais à l'hôtel, je ne sais pas, je prends un exemple, c'est un exemple, ce n'est pas de la pub, Radisson, et vous l'écrivez, on ne vous laissera pas passer, parce que vous n'avez pas le droit. » Par contre, les hôtels qui vont être réquisitionnés sont une espèce de réserve qui sera mise de côté par les pouvoirs publics pour prendre en compte les différentes situations que je viens d'évoquer. D'accord. Ce qui veut dire que les hôtels seront fermés, sauf ceux qui sont réquisitionnés. Réquisitionnés par l'État. Absolument. D'accord. Alors, pendant cette période de confinement, prévoit-on des opérations de désinfection à travers le pays? Bon, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui elle-même évolue. Vous voyez bien que le Congo, comme a dit le président, notre vie d'il y a un mois n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu devant vous prendre le temps nécessaire, parce que nos compatriotes avaient besoin de ces éclaircissements, de vous expliquer les premières mesures pratiques qui découlent des grandes orientations données par le président de la République. Et donc, le travail continue. Vous voyez bien qu'il y a certaines des mesures qui ont été édictées par le président, qui doivent encore faire l'objet, bon, il y en a que je n'ai pas besoin d'expliciter, quand on dit l'arrêt de l'interdiction de la circulation, si vous êtes confiné chez vous, vous n'allez pas circuler, aller de Brazzaville à Dolisie, ou de Dolisie à Pointe-Noire, ou d'Oyo à Ouando, ou d'Ouando à Ouesso. C'est clair que ça, c'est impossible. Mais ces mesures, donc je n'ai pas besoin de les expliciter. La fermeture des lieux de vente, je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il en était, on va garder les lieux de vente essentiels. Et là, pour que nos compatriotes comprennent exactement, c'est tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, dans le cadre du décret. Mais pour prendre un exemple concret, vous ne pourrez pas, madame, puisque je vous vois habillée en wax très riche, vous ne pourrez pas demain, à partir de demain, remplir une autorisation en disant « je vais aller acheter un pan wax au marché ». Ça, vous n'aurez pas le droit. Ça sera fermé. Tout simplement parce que les vendeurs de ces ornements et ces ensembles tout à fait sympathiques n'auront pas le droit de vendre, puisque ce n'est pas un service essentiel. Vous voyez ? Donc, ces mesures sont encore, pour celles-là, à expliciter, puisque, comme vous le savez, le président a demandé au gouvernement de réguler les marchés domaniaux. C'est une des mesures indiquées ici. Eh bien, le gouvernement, dans les prochaines heures, fera connaître la manière dont nous allons organiser les marchés, qui vont se concentrer, vous le comprenez bien, sur les produits essentiels. Et les produits essentiels sont ceux que j'ai indiqués tout à l'heure. En priorité, la nourriture, les aliments, et puis les quelques produits essentiels qui sont évoqués ici et qui peuvent être vendus dans les marchés, les commerces et autres points de vente. Peut-on déjà avoir une idée sur ce concept de régulation des ventes dans les marchés domaniaux? Ce sera une vente à rotation ou ce sera un marché dans ce quartier, la prochaine fois ce sera l'autre marché? Comment ça va se faire? Le gouvernement réfléchit à toutes ces questions, vous aurez les réponses dans les prochaines heures. Ce que je peux simplement dire, je vous le rappelle, quand le président demande la régulation, c'est à la fois d'éliminer la vente de produits non essentiels. Donc c'est clair, votre wax, vous attendrez 30 jours pour vous l'acheter, madame, j'en suis désolé. Et par contre, c'est non seulement cette régulation-là, mais en plus, c'est
dans les marchés eux-mêmes, puisqu'on aura éliminé une partie disons, on aura demandé à ceux dont le commerce n'est pas essentiel à ne pas venir au marché. Et on va donc pouvoir, dans le cadre de ceux qui vont rester avec les ventes essentielles, aliments et autres, les placer en respectant les règles de prudence et de distanciation sociale. C'est ça la régulation sur les questions liées au marché. Il ne s'agit pas de fermer tous les marchés, ce n'est pas la question. Il s'agit d'ouvrir les marchés à travers notre ville Brazzaville et toutes les villes à travers notre pays, qu'aux produits considérés comme essentiels, avec des règles de prudence que je viens de rappeler. D'accord. Alors, monsieur le ministre, il y a plusieurs catégories de marchés. Là, il s'agit des marchés domaniaux. Tout le monde ne comprend pas le terme marché domaniaux. Ça veut dire quoi, un marché domanial ? C'est tous les marchés qui, aujourd'hui, sont reconnus comme des marchés répertoriés, immatriculés comme tels. Et parmi les marchés qu'il y a, Brazzaville, aujourd'hui, compte environ une quarantaine de marchés. Parmi ces marchés, il y en a qui sont effectivement reconnus, d'autres qui sont des marchés plus ou moins de fête, plus ou moins sauvages, qui ont été installés au gré des demandes des populations et de l'expansion des commerçants. Donc, le gouvernement reviendra de toute façon sur cette question dans les prochaines heures. Donc, tranquillisez-vous. Vous voyez bien que malheureusement, on est face à un virus qui évolue, qui va vite, qui est volatile. Eh bien, le gouvernement est obligé de présenter aux populations déjà comment nous allons vivre ensemble à partir de demain 20h et aussi le lendemain, parce que le lendemain, mercredi 1er avril, c'est le jour d'après, le déclenchement de toutes les mesures. Là également, il y aura d'ici là un certain nombre de précisions qui seront apportées par le gouvernement. D'accord. Alors, il y aura des établissements qui seront fermés, des entreprises fermées, des commerçants qui n'ouvriront plus boutique. Alors, le président, pour remédier au problème, a pensé à mobiliser 100 milliards de francs CFA courant avril. Concrètement, comment sera distribué ce fonds et qui doit en bénéficier et sur quelle base quels critères en fait remplir pour en bénéficier? Alors, je vous relis l'intitulé du fonds tel que présenté par le président de la République et ensuite on pourra, si vous le souhaitez, commenter. Le président a dit, je cite, « La création d'un fonds national de solidarité pour le soutien des entreprises. » Premier point, le soutien des entreprises. La compensation des pertes de revenus des actifs. Deuxième point, et l'aide des personnes vulnérables. Vous avez donc 3 catégories de situations qui sont couvertes par le fonds dont le président a annoncé la création. Alors, le soutien des entreprises, c'est quoi ? Vous voyez bien que le confinement total vers lequel nous allons dans quelques heures va faire que beaucoup d'entreprises qui ne sont pas essentielles, tout simplement, ne puissent pas fonctionner. De même, même les entreprises dont les services sont considérés comme essentiels vont forcément avoir une baisse de leur chiffre d'affaires, puisqu'ils n'auront pas forcément la même clientèle qu'en période où tout le monde est libre de bouger, d'y aller, d'en sortir, d'y entrer. Donc, le fonds, sur la base des orientations du président, va permettre, selon des modalités qui sont à déterminer, le soutien à ces entreprises. La deuxième catégorie des cibles du fonds, c'est la compensation des pertes des revenus des actifs. Alors là, sans rentrer dans le détail, il y a des gens, opérateurs économiques ou particuliers, qui risquent de malheureusement souffrir de la baisse d'activité, parce qu'il est clair que quand on est chez soi, l'activité va baisser. Donc là également, selon des modalités à déterminer, le fonds apportera un soutien à cette catégorie-là. La troisième cible, ce sont les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, ça veut dire des personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes dont la situation dans la société, déjà quand elle fonctionne normalement, est une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des problèmes pour s'en sortir. On peut citer des personnes vivantes avec handicap ou d'autres calamités qui peuvent malheureusement tomber sur nous. Eh bien, ces personnes vulnérables bénéficieront d'une attention particulière des pouvoirs publics à travers le fonds créé par le président. Les 100 milliards de francs CFA. D'accord. Alors, j'apporte sur ce point quand même une précision. Vous voyez, le montant est de 100 milliards. Ça ne veut pas dire à ce stade que nous allons prendre 100 milliards du Trésor public pour les mettre dans le fonds. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est à la fois l'État qui, dans la volonté politique exprimée par le président, qui va financer le fonds, qui va abonder le fonds,
sur un montant qui est à déterminer, bien entendu. On reviendra également là-dessus de manière transparente sur ces questions. Mais c'est aussi l'appel aux contributions de toutes les bonnes volontés, que ce soit les entreprises locales ou que ce soit l'aide internationale. Alors là-dessus, je tiens quand même, si vous le permettez quand même, à rappeler que le Conseil des ministres a annoncé, et voilà, par exemple, un exemple qui pourrait être celui d'un abondement du fonds, c'est-à-dire un financement. Il y a la Banque de développement des États d'Afrique centrale, la BDAC, qui est la Banque de développement des États de la sous-région, la BDAC qui a annoncé un don de 500 millions à l'État congolais. C'est une bonne nouvelle. De même, l'entreprise Rajec, qui est basée ici, et on remercie l'État, le gouvernement remercie Rajec pour un geste de 40 millions. De et même, UBA aussi aujourd'hui. UBA, je revenais dessus parce que malencontreusement, nous avions oublié de citer UBA lors du compte-rendu. UBA qui, la banque UBA, qui a fait un don de 60 millions de francs CFA. Et nous pouvons y ajouter également le don fait par à l'ensemble des pays africains, le milliardaire Jack Ma, qui est le propriétaire de la société mondialement connue qui s'appelle Alibaba, qui lui aussi a fait un don matériel pour les services de santé. Donc le fonds dont nous parlons, dont le président de la République a édicté la nécessité de le créer courant avril, ce fonds peut être financé, abondé par tous ces moyens-là. L'État, bien entendu, parce que c'est lui qui le crée et doit donc donner l'exemple, mais toutes les bonnes volontés. Et nous appelons à travers votre média, à travers ce micro aujourd'hui, eh bien, toutes les bonnes volontés publiques et privées, nationales et étrangères, eh bien, à aider à l'abondement du fonds de 100 milliards qui va nous permettre, madame, de résoudre les questions des manques à gagner et tout ce qui est l'objet même du fonds. Et donc, quelque part, de compenser cette période qui va être une période difficile au cours de laquelle l'activité économique, sociale de notre pays va être légèrement en berne. Monsieur le ministre, nous allons revenir sur un point où nous voyons quand même une confusion. Lors de la déclaration du chef de l'État, il annonçait l'application de cet état d'urgence à partir du 31 mars et sur 30 jours. Et dans le décret qui est publié aujourd'hui, on nous parle de 20 jours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On retient 20 jours ou 30 jours? Non, là, je crois que j'ai lu, et merci madame de soulever le sujet, j'ai lu une espèce de polémique politicienne qui a été soulevée par certains sur notamment les réseaux sociaux, en disant mais oui, mais le président de la République aurait violé la Constitution en édictant une période de 30 jours et on nous parle de l'article 157 de la Constitution. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques et constitutionnels, ça n'intéresse pas nos compatriotes. Je dis simplement ceci, eh bien ceux qui mènent cette polémique ne lisent pas la Constitution dans son entièreté. La Constitution, ce n'est pas de prendre juste un article juste pour donner raison à ses arguments politiciens. Une Constitution, c'est un tout. Le président de la République dispose dans la Constitution d'une prérogative qui est à l'article 93. Et si vous lisez l'article 93, qui surplombe, dépasse même l'état d'urgence classique de l'article 157, puisque le président, face à une situation exceptionnelle, et nous sommes dans une situation exceptionnelle, madame, a le droit de prendre toutes les mesures d'ordre exceptionnel pour sauver la nation, sauver le peuple et assurer la continuité de l'État. Et c'est ce qu'il a fait. Quand vous lisez le fameux article 157 que les polémistes veulent mettre en avant, il n'est pas prévu dans cet article que le président consulte le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle ou le président de la Cour suprême. Par contre, si vous lisez l'article 93, eh bien vous verrez qu'effectivement c'est prévu dans cet article. Donc, voyez-vous, quand on veut mener la polémique, et c'est vraiment pas le moment, je crois que c'est vraiment pas le moment, on a ce combat contre le Covid-19, il me semble que ce virus se rit et se joue des polémiques politiciennes. Il est important pour nos compatriotes de savoir que le président de la République est dans ses droits et qu'il est le père de la nation et qu'en tant que père de la nation, face à un virus dont on ne pouvait pas imaginer que cela puisse arriver chez nous un jour et même qu'il arrive sur Terre un jour, eh bien, ces polémiques n'ont pas de sens parce que le président a pris les dispositions
nécessaires à la gestion de la situation exceptionnelle, conformément à la Constitution, dans sa lettre et dans son esprit. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous arrivons quasiment à la fin de cet entretien. Alors, que peut-on retenir ce soir de toutes ces mesures et fort de toutes les explications que vous avez données ce soir? Merci. Je vais m'adresser à nos compatriotes. Je ne sais pas... voilà, je m'adresse à nos compatriotes en leur disant ceci. Congolaises, Congolais, le président de la République, qui est un homme qui voit loin, plus vite que beaucoup d'entre nous, parce que c'est un homme d'État d'expérience, c'est un homme rompu à la gestion de l'État, a longtemps observé, effectivement, à la fois les ravages du virus à travers le monde, les difficultés rencontrées parfois par des États beaucoup plus nantis, beaucoup plus riches, beaucoup plus dotés que le nôtre. Et puis, au fur et à mesure que la vague commençait à arriver dans notre pays, avec un premier cas, un deuxième, jusqu'à arriver aujourd'hui à une vingtaine de cas, le président de la République a décidé de casser les reins. Je dis bien casser les reins du virus. C'est-à-dire de faire que, peut-être, nous agissions suffisamment tôt en amont, ensemble, dans la discipline, comme il l'a dit lui-même, que nous cassions les reins au virus avant qu'il ne devienne de plus en plus virulent et qu'il contamine de plus en plus de monde. Donc, Congolaises, Congolais, au nom du président de la République et du gouvernement, nous vous demandons de faire preuve de patriotisme et de discipline. Restez chez vous, non pas pour une punition, mais pour éviter la propagation et la dissémination du virus. L'État a pris toutes les dispositions pour nous permettre, malgré cette difficulté qui fasse que nous devions rester chez nous, a pris toutes les dispositions pour que nous puissions continuer, malgré la situation, à vivre à peu près normalement, c'est-à-dire à nous nourrir, à nous soigner et à essayer, autant que faire se peut, de mener quelques activités essentielles pour ceux qui doivent les mener au nom de tous, parce que nous sommes tous les combattants de la même armée, c'est-à-dire cette armée du peuple congolais qui doit s'unir derrière ses autorités, et notamment le président de la République, pour éviter que ce virus n'envahisse notre pays. Et s'il envahissait notre pays, croyez-le, Congolaises, Congolais, c'en serait fini à la fois de notre État, de notre société et probablement de notre pays. Et voilà donc le combat auquel le président de la République nous convie tous, Congolaises, Congolais. Nous allons démarrer, et là je reviens en rappel aux mesures concrètes qui vont démarrer à partir de demain 20h par le couvre-feu, c'est-à-dire qu'à partir de 20h, chacune et chacun d'entre nous devra s'être assuré d'être rentré à son domicile, et les autres mesures, c'est-à-dire le confinement, puisque 20h, c'est le couvre-feu, mais en réalité, c'est le début et du couvre-feu et du confinement qui va suivre derrière pour une période de 30 jours. Eh bien, je nous demande, nous nous demandons, nous tous, et à chacune et chacun d'entre nous, eh bien, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de patriotisme et beaucoup de discipline. Voilà, merci, merci Monsieur le Ministre. C'est donc la fin de cet entretien. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, sur les dispositions prises par le gouvernement sur la mise en application des mesures édictées par le président de la République samedi dernier. Ces mesures qui portent donc sur l'état d'urgence sanitaire et qui sera mise en application dès demain mardi à partir de 20h, Monsieur le ministre. Le couvre-feu à partir de 20h. Le couvre-feu à partir donc de 20h. Donc j'ajoute un point parce que nos compatriotes sont très sensibles à tout ce que parfois ils ne comprennent pas. Je précise bien, de maintenant jusqu'à 20h demain, vous êtes libre de vaquer tranquillement à vos occupations. Parce que je tiens quand même à revenir là-dessus. Le spectacle qui a été celui de la ville de Brazzaville, je ne sais pas si ça s'est passé ailleurs,
dans d'autres localités de notre pays aujourd'hui, qui était celui de cette espèce de panique ou de psychose, où on a vu nos compatriotes se ruer dans des magasins ou dans des banques ou dans les gares routières pour certains qui voulaient éventuellement fuir la capitale. Et en plus, quand vous voyez les images telles que je les ai vues sur les réseaux sociaux notamment, on ne respectait plus du tout même les règles barrières. C'est-à-dire qu'on était collés les uns aux autres, on se transpirait dessus. Bref, on était manifestement tellement en panique que nous avons oublié toutes les règles de discipline. Et il faut que nos compatriotes comprennent que cette discipline, nous devons nous l'appliquer de manière constante pendant les 30 prochains jours. Et si tout va bien, si nous sommes disciplinés, eh bien, pourquoi pas, à la fin de cette période de 30 jours, déclarer, constater peut-être la disparition du virus sur notre territoire. Mais bon, ça, seul Dieu le sait. Et surtout, seule la discipline de nos compatriotes pourra nous permettre, à la demande du président de la République, d'atteindre cet objectif. Voilà, mesdames et messieurs, un entretien qui a éclairé la lanterne de tous sur ces mesures pour barrer la voie au coronavirus, que nous rappelons que tout le monde est en danger au même titre. Restez chez vous, restez à la maison, respectez les mesures édictées par le président de la République. La sensibilisation continue. On vous dit à très bientôt. Merci.